Alors, bonjour à tous. Il est pile poil 14, non, un peu plus, 14h30. On pourrait croire qu'on est dans les temps, mais en fait, on a une AG qu'on n'a pas faite. On vient du dessert et du café, donc on va faire vite fait notre assemblée générale. Qui est membre de l'AFD ici? Yeah, donc tout à l'heure, on va voter les comptes de l'AFD. Donc uniquement les membres de l'AFD pourront voter. Donc on compte sur vous pour pas tricher, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir ce que c'est qu'une AG à l'AFD. Ça va être assez rapide. En général, c'est un peu plus long, on met 2 heures, mais là, on va le faire en 20 minutes, une demi-heure. Mais on va le faire parce que c'est un exercice de compte-rendu de ce que l'on fait tout au long de l'année et depuis pas mal d'années, et puis aussi les comptes. Je vais d'abord, puisqu'il y a des membres de l'AFD et des personnes qui ne sont pas membres de l'AFD, je vais présenter rapidement ce que fait l'AFD. Donc, l'Alliance française des designers, pour les nombreux étudiants qui sont venus aujourd'hui, et c'est une très bonne idée, c'est un syndicat professionnel. C'est un peu comme le délégué de la classe. On est là, on est tous au sein de l'AFD des designers en activité. Donc ce que vous vous apprêtez, le beau métier, le plus beau métier du monde que vous apprêtez à faire, on le fait. Et on passe un peu de temps aussi à essayer de promouvoir cette profession, d'organiser un certain nombre de choses, de défendre les intérêts économiques de la profession de designer, donc nos intérêts économiques. Et on a, donc historiquement, c'est la fusion de plusieurs autres syndicats qui existaient il y a 13 ans. Le syndicat national des graphistes, le syndicat national des designers d'environnement, Union des designers industriels et les designers textiles. Ça, c'est important, c'est pour vous montrer que l'AFD, c'est un syndicat pluridisciplinaire. Certainement qu'aujourd'hui, vous envisagez votre profession comme étant quelque chose de pluridisciplinaire. Nous, quand on a créé l'AFD, à cette époque-là, on commençait à en parler. Il y avait 18 associations professionnelles différentes avec très peu de membres, et donc on a voulu fédérer tout ça, et on est très fiers. On y est arrivé, youpi. Notre leitmotiv, c'est que le design, c'est un business, c'est de la déontologie et c'est de la culture. On a voulu rompre, on a mis le mot business en premier, c'est pas pour rien. C'est que aujourd'hui, le marché du design pousse les designers à être de plus en plus indépendants, pour 2 raisons. Parce que les outils pour être travailleur indépendant se sont démocratisés par rapport à une vingtaine d'années, et aussi parce que le marché pousse à faire appel à des personnes qui sont de plus en plus pointues sur un certain nombre de compétences, donc de plus en plus spécialisées. Et puis, il faut croire que les créateurs, designers, dont les designers font partie, ont un esprit indépendant. Donc, on est là pour informer et former tous ceux qui veulent faire ce métier. Mais quand on est indépendant, on doit se poser des questions d'entrepreneuriat. Il n'y a pas que les questions de création, il y a aussi les questions, voilà, combien ça coûte, comment on s'organise, c'est quoi une activité professionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire. L'AFD, c'est un outil pour échanger, c'est un outil pour échanger des informations de terrain dans différents lieux en France. Bon, je ne sais pas si cette carte est à jour, mais vous voyez, il y a un énorme trou. Le responsable des cartes dit que non. Il y a un énorme trou au milieu, mais enfin bon, au milieu de la France, il y a très très peu de designers. C'est pas pour rien, hein. L'activité économique n'est pas forcément celle du design au centre de la France. Donc on a des correspondants. Hugo va vous en parler rapidement. Les membres de l'AFD sont
pratiquent différentes disciplines, le design graphique, design produit, design d'espace, qui sont les 3 grandes disciplines nomenclaturées en Europe et à l'international. Vous voyez qu'on parlait de pluridisciplinarité, par exemple 10% des designers qui s'intitulent designers d'espace font aussi du design graphique, ou 5% font aussi du design de produit, 15% des designers graphiques font aussi du design de produit, ou 30% des designers de produits font aussi du design graphique, et 10% de notre population déclarent exercer les 3 disciplines. 25% de nos membres ont organisé leur activité en société. Le reste, c'est majoritairement des designers indépendants. Nous avons 3% qui sont salariés. Certains sont salariés de leurs propres entreprises, mais ceux-là, on les a classés dans les 25% de sociétés. Et donc les 3% qui s'affichent là sont des designers intégrés, des designers qui travaillent chez Salomon, chez Carrefour par exemple, dans les centres de design intégrés de ces grandes entreprises. Chez les indépendants, la majorité est à la Maison des Artistes, mais énormément d'auto-entrepreneurs. C'est depuis quelques années, la grande majorité des gens qui s'inscrivent à l'AFD sont auto-entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que c'est logique, ils veulent pouvoir dépasser le champ d'activité de la Maison des Artistes, qui est limité au design textile, au design graphique. Et on va reparler de ça, de l'action qu'on mène à ce titre-là. Dans les sociétés, on a une majorité de SA, SAS, SARL, je dirais majorité de SAS. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour les étudiants, mais ça veut dire quoi? Tout simplement que pour exercer le métier de designer, il y a différents statuts juridiques qui imposent à plus ou moins des conditions. Le statut société est le statut qui permet de réunir toutes les disciplines du design. L'Alliance française des designers travaille sur plusieurs thématiques, à la fois les devoirs des designers et les droits des designers. Commençons par les droits. Peut-être que vous savez déjà qu'on a une grosse action depuis de nombreuses années pour sensibiliser les pouvoirs publics à la création ou la reconnaissance d'un statut spécifique du designer, c'est-à-dire un créateur qui travaille dans l'industrie, industrie culturelle ou pas d'ailleurs, mais dans l'industrie qui produit des modèles qui vont être reproduits. Et nous défendons à ce titre l'accès au statut AGSA, Maison des Artistes, c'est-à-dire un statut d'indépendant rattaché à la sécurité sociale pour tous les auteurs, donc les designers. Puisque actuellement on a les designers de photographie, les designers d'illustration, les designers de graphisme, les designers de textile qui est dans le produit, les designers de scénographie de spectacle qui sont à tous ces statuts-là, les développeurs de sites internet, les développeurs multimédia, les auteurs de l'écrit, les auteurs de l'audiovisuel, mais si vous faites dessiner du mobilier, vous ne rentrez pas dans la case. Donc nous, on se bat depuis de nombreuses années pour que, enfin, tous les designers, il n'y ait pas de discrimination, soient acceptés au statut d'auteur à la Maison des Artistes ou à l'AGSA, peu importe. On sort du débat, je dirais, est-ce que le designer est un artiste? Est-ce que les artistes sont tous des designers? Je dirais que nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on a affaire à des auteurs? Est-ce que quelqu'un se positionne comme un auteur, quel que soit le domaine, la discipline qu'il exerce, s'il est un auteur, il a accès à ce statut-là. Quelles sont les valeurs d'un designer professionnel? C'est une question prépondérante à l'AFD. C'est des questions qu'on se pose en conseil d'administration, c'est des questions qu'on se pose aussi quand nous organisons des conférences, des rencontres. Là, organiser des rencontres à Moulins, par exemple, où on a fait des workshops ensemble pour reposer toutes les problématiques qui étaient celles du designer et apporter des éléments de réponse. Donc à l'AFD, on discute, on se réunit, on essaye d'améliorer l'exercice de cette profession ensemble.
Les valeurs d'un designer professionnel, c'est le respect d'un code de déontologie. Qu'est-ce qui constitue le code de déontologie? Comment on pratique ce métier? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Quelle est l'éthique de notre profession? C'est ça la déontologie. Donc l'Alliance française designer a écrit, mis à jour le code de déontologie du designer. Il faut savoir que depuis 40 ans, en France, on utilisait une traduction qui tenait sur une page A4 d'un code de déontologie anglo-saxon, produit par Lixit, qui est une association parapluie internationale de design industriel. Donc, à l'AFD, il y a 4 ans, on a repensé tout ça et on a produit le code de déontologie. Dans les valeurs du designer professionnel, on y a mis les valeurs d'échange de notre savoir, de nos compétences. Et notamment, on a produit à ce titre-là une charte des marchés publics de design pour expliquer aux commanditaires publics qu'il faut arrêter de demander des idées gratuites aux designers avant d'envisager de les payer. Évidemment, la loi nous encourage, mais n'impose pas aux commanditaires publics nécessairement de rémunérer toutes les idées. Ça aussi, c'est quelque chose pour lequel on se bat, mais il faut aussi que tous les designers en soient convaincus. Il faut comprendre que quand on exerce ce métier-là, ce que l'on va vendre, c'est pas un objet, une œuvre elle-même, un objet lui-même, mais c'est l'étude, c'est le processus de création, c'est la pensée et c'est le fait de rendre des idées tangibles que l'on va vendre, et ça, c'est l'expertise du designer. Et ça doit être donc rémunéré. Dans les valeurs, il y a aussi des valeurs environnementales. On a produit la charte des éco-designers. D'ailleurs, le premier article du code de déontologie, pour ceux qui auront la curiosité d'aller le lire sur le site de l'AFD, on y dit, et ça c'est quelque chose qui est à l'international, une des premières valeurs du designer, c'est de travailler pour le bien commun. Pour la santé publique, dans le respect de l'environnement. C'est extrêmement important. Et de toute façon, ce sont des compétences qui vont devenir obligatoires très rapidement, puisque l'Union européenne travaille à des normes de plus en plus drastiques environnementales. Et donc, comme le designer est un prescripteur de matériaux, il est important, ou de processus, il est important qu'ils comprennent l'impact environnemental qu'il peut avoir dans une prescription pour un client. Comment le designer crée-t-il de la valeur? Donc là, c'est aussi un cœur de métier, je dirais, pour l'AFD. À l'AFD, vous apprenez comment rédiger correctement un devis, comment correctement rédiger une facture, tout le processus de la relation professionnelle avec un client. C'est assez technique, c'est assez compliqué. À l'arrivée, c'est simple une fois qu'on a compris, mais il y a des bonnes questions à se poser. Ça ne doit pas s'inventer. Il y a beaucoup de juridique là-dedans. On fait travailler des avocats, des juristes, des conseillers fiscaux pour aboutir à des modèles de devis, de facturation, etc. Tout un corpus d'éléments que peuvent trouver les membres au sein du site de l'AFD, qui est extrêmement important pour créer de la valeur pour soi, pour le designer. On va parler de valeur, ou les valeurs, ou la valeur, celle du designer, celle du client. Mais si on veut vivre de ce métier, il faut respecter un certain nombre de choses, sinon on ne s'en sort pas. Créer de la valeur, c'est aussi échafauder des stratégies commerciales. Quand on est entrepreneur, quand on est designer indépendant, on est entrepreneur. Et comment on fait pour vendre son expertise? Donc on a l'AFD est partenaire d'un livre dont je suis le traducteur, mais c'est pas pour rien. Si ce livre existe en France, c'est parce que c'est une méthodologie de travail et pour aider les designers ou tous les métiers créatifs à comprendre comment on peut partager justement par un dialogue, partager des
valeur avec des clients et comment on peut construire toute une stratégie pour finalement évacuer les mauvais clients et attirer à soi les bons clients. Hein, parce que il est vrai qu'il y a des mauvais clients et qu'il y a des bons clients. Le but du jeu est d'évacuer les mauvais clients. C'est ça le but d'une stratégie commerciale, c'est d'atteindre ceux avec qui on veut travailler, ceux pour qui on est fait, pour ceux pour qui on peut travailler. Pour qui le designer crée-t-il de la valeur? C'est un petit peu un pied de nez, évidemment, pour le client, mais aussi pour lui. Parfois, on a tendance à oublier, à accepter des missions parce qu'elle est intéressante, parce que c'est palpitant, mais l'aspect économique est moins important. Mais il y a des questions qu'on doit se poser sur les aspects économiques. On a mis au point, en partenariat avec le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, un outil qui s'appelle le Calculator pour aider à tarifer des projets de design et surtout aussi à tarifer des droits de reproduction ou des droits de représentation, le droit d'auteur. C'est une convention, mais l'idée derrière cette convention, c'est que tout le monde est gagnant. C'est à la fois le client est gagnant, parce que le designer crée de la valeur pour le client, mais le designer aussi doit être gagnant dans l'histoire. Hein, on voit tellement de situations où le designer se dévoue corps et âme pour son client, mais finalement ne crée pas de la valeur pour lui-même, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas sa vie. On a créé un annuaire des designers qui est ouvert à tout le monde, qui est gratuit, pour voir où on est, mais en se posant la question avec quelles compétences le designer crée de la valeur. C'est-à-dire que ce designer, ce n'est pas simplement une liste d'adresses, mais c'est surtout un moteur de recherche pour faire remonter des compétences. C'est un outil qui est destiné aux commanditaires, qui va rechercher des compétences par rapport à une mission. Enfin, quelle est la valeur du design? C'est évidemment ce que l'on communique envers nos clients, c'est-à-dire de faire comprendre que le design apporte de la valeur et on utilise pour ça des cas de figure comme les labels de l'Observateur du design qui sont organisés par un partenaire de l'AFD qui est l'Agence pour la promotion de la création industrielle, la PCI, qui est pas un organisme professionnel, mais un organisme de promotion du design, donc qui met en fait en rapport le design avec les clients. Et qui explique aux clients avant tout, qui fait de la pédagogie, de la sensibilisation auprès des clients pour expliquer à quoi ça sert le design, à quoi sert le designer, à créer de la valeur. Et donc, l'AFD a remis aussi 2 prix de la relation professionnelle, et notamment, c'est pas un hasard finalement si on est à Nantes, a remis un prix pour le designer Stéphane Mutaner et son client, les machines de l'île de Nantes, donc il y a 3 ans, pour la relation professionnelle qu'ils ont, parce qu'ils ont une relation professionnelle absolument génial, c'est-à-dire que le studio de création, le designer est payé pour ses missions de communication, mais aussi pour faire tout le merchandising qui a autour des machines de l'île de Nantes, et il touche une redevance, ce qu'on appelle les royalties en musique, une redevance sur tous les produits dérivés, ce qui est souvent, ce qui fait défaut souvent dans la relation professionnelle de beaucoup de designers avec leurs clients. Voilà, donc pour conclure, là vous avez les adresses donc, de l'AFD, de l'annuaire et de l'outil de tarification. J'enchaîne rapidement maintenant sur le contenu même de l'AG, mais comme il y a beaucoup d'étudiants parmi nous, je pense que c'était important de le faire. À l'ordre du jour, on va faire un petit bilan de ce qu'on a fait en 2015. On va vous expliquer dans les grandes lignes quelles sont les dépenses de l'AFD. Et puis, on a différents membres du conseil d'administration qui vont vous parler rapidement de ce que l'on fait et de ce que l'on prévoit de faire dans le futur, les partenariats, etc.
On commence par les correspondants. Juste pour réexpliquer le principe des correspondants de l'AFD, l'AFD a principalement une action nationale, européenne et internationale, enfin plutôt nationale quand même, mais voilà. Et l'idée des correspondants, c'est d'avoir aussi des ancrages en local et que ces praticiens et membres de l'AFD puissent développer des réseaux locaux de professionnels, nourrir une réflexion sur les métiers du design, donc les trois grandes familles messages, produits et espaces, et faire remonter ensuite au national les problématiques qui sont rencontrées sur le terrain pour que après le CA puisse développer et proposer des alternatives ou des solutions à ces problématiques. En gros, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Deux choses importantes. On tient au fait que l'AFD, on est pluridisciplinaire. Et ce n'est pas un club de parigo. Hein. Le fait qu'on fasse l'AG ici à Nantes, c'est pas pour rien. On a beaucoup, à un moment donné, on était beaucoup sur Marseille. L'année dernière, on est allé à Nancy faire l'AG. C'est extrêmement important. C'est important parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'organiser un organisme, enfin une association, hein, un syndicat professionnel. C'est un modèle économique de l'association. En France, de tisser des réseaux, c'est particulièrement un effort. Et surtout qu'en France, finalement, il y a des régions très différentes, il y a plein de petits pays différents. On a un peu tendance à rester dans son pays. À la création de l'AFD, on a tout de suite voulu que le terrain de jeu, ce soit l'Europe, minimum. Et les autres organismes, on est en lien, d'où la carte de France, bon je ne vais pas la remettre, mais la carte de France puis la carte du monde, on a des correspondants dans divers endroits du monde, aussi pour nous apporter de l'échange et de la remontée de terrain à différents endroits. Ouais, donc juste au niveau des chiffres, là les dernières... enfin, c'est pas des estimations, on a 19 correspondants dans 18 villes de France, 2 correspondants à l'international, donc à Rome et à Shanghai. Plus, il faut savoir que 7 des correspondants de l'AFD sont aussi membres du conseil d'administration, ce qui permet aussi en fait, de faciliter certaines actions en local. Voilà. Et notamment Franck qui est là, Philippe aussi, qui est au CA, Bruno, Christophe, qui est aussi là à Paris. Donc, voilà. Et toi, Hugo, j'ai oublié de dire, qui est à Nancy. Et du coup, moi, je suis à Nancy. Et en fait, l'idée, c'est aussi de créer des outils. Enfin, donc ça, c'est le CA qui va créer des outils. Et Franck vous en parlera tout à l'heure par rapport au marché public, de créer des outils à destination des correspondants, mais aussi des membres, afin de pouvoir défendre ou promouvoir le design et les professions du design. Voilà, en gros le principe des correspondants. Ok, on passe la parole à Franck du coup. Bonjour, donc moi je suis correspondant Normandie. Cette année on a essayé de travailler sur la suite de ce que l'AFD avait déjà fait concernant les concours, les compétitions. Pour les étudiants, la compétition, c'est j'ai besoin d'un visuel de saison, 4 professionnels sur le sujet, et puis je prends le meilleur, et puis les 3 autres vont se rhabiller, grosso modo. Donc ça, c'est un des vrais combats de long terme de l'AFD, c'est essayer d'éviter ces concours gratuits, comme François l'expliquait tout à l'heure. Il y a des documents qui existent, que tu as présentés. Il n'y a d'ailleurs pas que l'AFD qui a travaillé sur le sujet. Il y a d'autres agences de professionnels de la communication qui le font aussi, qui essaient de mettre un terme à ces logiques de maquettes gratuites. Cette année, moi, le constat, les retours qu'on pouvait avoir, c'était que tout ça restait très compliqué. La plupart du temps, les professionnels ou les étudiants ne voulaient pas se lancer dans l'analyse de ce que ça pouvait être parce que c'était tout de suite 20, 30, 40 pages de blabla qu'il fallait absorber pour comprendre. Et les Normands, au travers d'une association qui s'appelle Nota Bene, ont sorti un petit document qui tenait en recto verso
qui était très synthétique sur qu'est-ce que j'attends de mon fournisseur et qu'est-ce que j'attends de mon donneur d'ordre. Voilà, sur quels fondamentaux on peut s'entendre pour travailler ensemble. Ce document, il est pas mal foutu. Il y a des manques, et notamment un gros manque. C'est dire où en est la profession. Eh bien, la maquette gratuite est intégrée dans le petit document. Même si l'association préconise aux donneurs d'ordre de rémunérer les compétiteurs, elle n'interdit pas le fait que cela puisse être gratuit. Donc ça, c'est un vrai problème pour nous. Mais par contre, le modèle du petit document simplifié me paraît très intéressant. Donc on est en train, avec Hugo, de travailler sur les fondamentaux. J'espère qu'on aura fini pour la journée des correspondants dans 1 mois. Et ça pourrait être un document validé, évidemment, après par le CA et en discussion au maximum. Voilà. Mais un document simple, il n'y aura plus l'argument de dire mais c'est trop compliqué, vous partez dans des trucs trop compliqués. Pour l'instant, on est à 6 règles d'un côté, 6 règles de l'autre, qui bien sûr disent que si on demande des maquettes, il faut les payer, qu'on ne met pas 50 personnes en compétition, ce qui est lié généralement. Puis 3-4 autres idées fondatrices d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc ça, normalement, c'est avant la fin de l'année, j'espère. Merci. La parole à Bruno Lefebvre. Donc, je suis Bruno Lefebvre, je suis donc correspondant pour finalement la grande région Rhône-Alpes, puisque je suis basé à Grenoble, qui a aujourd'hui pas d'autres correspondants. Donc en Rhône-Alpes, il y a pas mal de choses. Vous connaissez la Cité du Design, il y a un club qui s'appelle Designer Plus. Donc je passe pas mal de temps pour défendre les intérêts des designers praticiens par rapport à ce qui existe. Et on avait fait une lettre aux candidats à la présidentielle aux dernières élections. Et donc là, ce qu'on se proposait, c'était d'en refaire une. Donc vous pouvez. Donc nous, on sait déjà grosso modo ce qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire que ça va tourner autour de la maison des artistes, du statut du designer et de la politique design, d'une politique design nationale qui serait toujours intéressante. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des pays qui ont un monsieur design, et nous on a failli en avoir un, mais on n'en a plus. Donc c'est de poser ces questions-là aux candidats pendant qu'il est, entre guillemets, temps de croire en leurs promesses. Voilà. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Je suis basé à Grenoble. Sur le site, il n'y a qu'à cliquer sur la petite icône. On va mettre un formulaire en ligne. Quelles questions vous voulez poser aux candidats et on leur posera. On va publier le courrier sur le site et on publiera leurs réponses. Voilà. On jouera le jeu. Ce qu'il faut savoir, donc je sais pas, plutôt le public étudiant, c'est qu'il y a des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, tous les pays scandinaves, où il y a presque une sorte de ministère du design. Il y a des gens qui sont payés par l'État pour expliquer aux politiques comment aider la profession du design ou les professions qui travaillent pour le design, parce que c'est une ressource d'emploi, d'affaires, d'économie. En France, évidemment, on se pose des questions depuis Mathusalem, mais on n'arrive pas, ou quand il y a eu des initiatives, elles ont été abandonnées. Donc, c'est pas une question si anodine que ça. On passe à la Maison des Artistes, Olaf. Oui, alors Olaf Mühlmann, je siège à la Maison des Artistes dans une commission professionnelle où nous examinons toujours des dossiers des personnes qui veulent être affiliées à la Maison des Artistes ou y rester. Et on rencontre souvent le problème avec les designers de produits qui n'ont pas le droit d'y être. Donc moi je défends ces dossiers. Nous avons eu récemment une réunion avec le ministère, les 2 ministères tutelles, donc c'est le ministère de la Culture et le ministère des Affaires sociales. Et enfin, on nous a expliqué que on statue finalement sur plusieurs lois ou codes, le Code général des impôts, c'est une histoire de TVA, c'est le Code de la propriété intellectuelle, et c'est une circulaire de 1981 qui définit qu'est-ce que c'est le champ d'application
d'artistes-auteurs. Entre autres, il apparaît les œuvres d'art graphique et photographique, je crois. Et dont, d'après cela, les designers produits font partie du champ d'application de la Maison des artistes. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui sont bornés dans cette commission qui ne veulent pas le faire. Donc là, le ministère nous a dit que le Code général des impôts est incompatible avec le Code général Code de la propriété intellectuelle et le décret. Donc, acte, il faut maintenant justifier par le Code de la propriété intellectuelle ou le décret. Donc, normalement, par ces biens-là, les designers de produits rentreraient. Et donc, la semaine dernière, la première fois, on a pris la liberté de statuer sur un designer qui est rentré, mais malheureusement, il y a un designer qui, malheureusement, est sorti. Alors, ce que j'ai proposé, c'est quand vous êtes membre de l'AFD et vous recevrez de la Maison des artistes une lettre qui vous demande des renseignements complémentaires pour la commission professionnelle, bien entendu. Ne faites pas tout de suite ce dossier, n'envoyez pas tout de suite ce dossier à la Maison des artistes. Contactez l'AFD et on peut vous aider à construire ce dossier dans les termes corrects pour que ça passe en commission. Parce que très souvent, il y a un manque dans les dossiers sur le niveau d'intervention qui explique bien la démarche. Et le designer a quelquefois un peu trop la manière d'expliquer quelque chose qui est au-delà du réel, et c'est incompréhensible pour un sculpteur ou un illustrateur. Voilà. Qui sont des profils de personnes qui qui siègent à la commission professionnelle. C'est une commission pluridisciplinaire. Et effectivement, il y a énormément, il y a même une majorité de membres dans cette commission qui connaissent pas les métiers du design. Et c'est d'où la problématique. Et effectivement, Olaf a raison. Il faut choisir les mots, il faut organiser la présentation, il faut être stratégique dans cette présentation, parce qu'avec une même activité, un dossier passe ou il ne passe pas. Bon, pour résumer, alors si ça vous intéresse, vous avez des... Ouais, vous avez tout un tas... Bon, le site, on met tout sur le site internet de l'AFD, donc vous pourrez aller voir, il y a plein de choses, vous pourrez vous amuser à nous voir, aller en commission. On a investi la commission professionnelle, on les a empêchés de travailler, on s'est fait traiter de tous les noms, mais bon, c'est pas grave, c'est rigolo. Mais ça va 5 minutes parce que là, bon, c'est sympa, on en parle entre nous, mais il y a des situations qui sont extrêmement compliquées, catastrophiques même. Il y a des gens qui sont là, à ce statut-là depuis 20, 30 ans, puis d'un seul coup, pouf, ils sont éjectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 ans, l'URSSAF va réexaminer le montant de cotisation de charges sociales qu'ils ont payé, va leur demander un rappel, ils vont donc devoir payer plus. Entre-temps, ils vont se trouver dans une sorte de no man's land administratif où ils sont ni à ce statut-là, ni à celui-ci, ni à celui-là. Et donc, c'est quoi leur couverture sociale? S'ils n'ont pas un métier à côté, ils n'ont pas de couverture sociale. Donc on a eu des femmes enceintes, on a eu des gens qui avaient des cancers, etc., qui étaient dans cette situation-là. Donc c'est vrai que pour la jeune assistance, ça peut paraître être des notions un peu, pas si importantes que ça. Or, ça peut le devenir très très rapidement. Je passe la parole à Christophe, qui est aussi à la commission professionnelle, qui remplace Olaf quand il ne peut pas y être, mais qui surtout va vous parler des choses très importantes, les assurances. Bonjour. Alors, les assurances, c'est pas super drôle, mais c'est super utile. Tout à l'heure, François parlait de déontologie dans notre métier, etc. Mais il faut également respecter le cadre d'exercice de notre profession. Et donc garantir à nos clients que notamment on va pouvoir réaliser nos prestations dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, très peu de designers savent ce qu'est une assurance RC Pro. Qui c'est dans la salle? 1, 2, 3. C'est bien. Donc une RC Pro, c'est une responsabilité civile professionnelle. Ça va vous permettre de vous garantir auprès de votre client de la bonne fin de l'exécution du contrat, d'une part, mais ça va aussi vous permettre de vous garantir contre tous les aléas dans la relation avec le client.
allant jusqu'à un défaut de paiement au final, bien entendu. Donc, par exemple, sur un site internet, prenons un exemple au hasard, un site internet que vous avez reçu en commande pour un événement déterminé et qui doit être mis en ligne à telle date. Si vous n'êtes pas capable de le mettre en ligne à la date convenue, le client est en droit d'une part d'annuler la commande, d'autre part bien sûr de ne pas vous payer et troisièmement de vous demander des indemnités. Ça, c'est la loi française. La RC Pro vous couvre contre ces 3 désagréments, on va dire, ne vous incitant pas, bien entendu, à ne pas remplir vos contrats, mais vous couvre en cas de problème. Voilà. Et les problèmes, il y en a tout le temps. Tous les designers en activité qui sont là peuvent vous dire qu'ils ont eu des soucis avec un client à un moment donné, voire pour certains un client chaque année ou plusieurs clients chaque année. Donc il vaut mieux avoir une bonne ERC Pro. Ça vous couvre également lorsque vous allez en justice contre un client, parce qu'aller en justice, ça coûte un peu d'argent. Et la plupart, quand vous allez en justice contre un client, c'est parce qu'il ne vous a pas payé. Donc non seulement vous n'avez pas les sous, mais en plus vous allez devoir en sortir d'autres pour l'attaquer en justice. Alors à ce niveau-là, l'AFD fait une avance sur procédure, mais ne couvre pas systématiquement toutes les procédures. Par contre, la RC Pro vous couvrira dans ce cadre. Alors, pourquoi je vous parle de RC Pro ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, une RC Pro pour une activité de designer lambda en France, ça coûte 750 € par an pour un indépendant, ce qui est un peu cher. Et donc, je suis allé négocier avec Hiscox, qui est la principale compagnie mondiale pour cette activité. Et on va mettre en ligne dès janvier, je pense, une offre de RC Pro à partir de 250 € par an, moins d'1 € par jour, on va dire, pour un certain nombre de services qui sont quand même importants et qui vous permettront de passer au travers d'un certain nombre d'embarras. Donc je vous invite tous à souscrire à cette RC Pro quand elle sera en ligne. Parallèlement à ça, les designers professionnels sont peu informés sur les autres aspects de leurs activités, travaillent un petit peu, je dirais, sans filet. Donc notamment sur le fait que par exemple les freelances n'ont pas de chômage, hein, bien entendu, mais ils sont quand même susceptibles de tomber malades, d'être accidentés ou autres. Là, je vois que vous êtes tous très jeunes, donc vous êtes à l'abri de la maladie. Ceci dit, ça s'appelle la prévoyance, cette chose-là. Et donc, ce sont également des assurances que je suis en train de négocier avec un grand courtier européen qui s'appelle Gras Savoie. Et qui permettront de nous garantir des revenus lorsqu'on tombe malade. Et non seulement des revenus, mais également la capacité d'encadrer la sous-traitance de nos contrats sur un plan juridique. C'est-à-dire que jusque-là, quand on tombe malade, on a tendance quand même à vouloir faire le job, parce qu'on sait que si jamais on le sous-traite, on risque de perdre le client. Tout simplement parce que le client il peut être satisfait de la personne à qui on sous-traite. Et donc là, l'idée, c'est, avec cet encadrement juridique, ça empêcherait cette question de concurrence avec notre sous-traitant qu'on choisirait. Et donc on pourrait choisir le meilleur, tant qu'à faire, qui va très bien faire le job, mais qui après ne pourrait pas être concurrent auprès de notre client. Voilà, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Ça, c'est des contrats qui vont être accessibles aux alentours d'1 millier d'euros par an. Donc ça commence à représenter des sous, mais c'est quand même de toute façon moins qu'une assurance chômage quand vous êtes salarié.
Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Enfin, troisième point, c'est la mutuelle. Donc, parmi les designers en activité, est-ce que vous avez, et qui sont freelance, est-ce que vous avez tous une mutuelle? Oui, tu en as une? Oui, oui. Alors, ceux qui n'ont pas de mutuelle dans les designers en activité? Personne? Bon, ouais, c'est exceptionnel, c'est la première fois que je fais ça. Donc là aussi, je suis en train de renégocier le contrat de mutuelle de l'AFD, qui était trop cher, tout simplement, et avec une couverture insuffisante. Et donc, on devrait avoir une mutuelle accessible dès 300 €. C'est l'objectif que je me suis donné, avec un premier niveau de garantie, et puis un deuxième niveau de garantie aux alentours de 400-450 €, et un troisième niveau de garantie aux alentours de 600 € par an. Voilà. Donc ça, c'est le travail auprès des mutuelles. Merci Christophe. Ouais, rapidement quand même. Il y a 2 bonnes nouvelles. Bon, là, on a un peu plombé l'ambiance avec des trucs pas forcément sexy, mais c'est vraiment très très important. Disons que ça illustre 2 choses. L'AFD monte au créneau auprès des pouvoirs publics et aussi essaie d'organiser, grâce au nombre de membres, plus on est en position de force pour négocier, un certain nombre de services pour ses membres et des services au quotidien de l'activité. Les bonnes nouvelles, il y a 2 bonnes nouvelles. Le fait qu'à l'université, enfin, le design ait toute sa place. Et il y a enfin un doctorat en design en France. Alors, l'AFD n'est pas directement responsable de ça, mais a des membres par l'intermédiaire de Béatrice Gisclard, qui est membre du conseil d'administration, qui est enseignante aussi, qui est doctorante, a participé à apporter son expertise pour qu'est-ce que c'est que le design à l'université, qu'est-ce que ça veut dire un doctorat de design. À partir du moment où une discipline est dans l'université, elle est dans un corpus de disciplines qui ont une certaine forme de reconnaissance. C'est lié à la reconnaissance. Hein. C'est pas une guerre de formation, telle école est meilleure que l'autre, ou l'université, etc. Non, ça donne une visibilité, ça participe à donner de la visibilité à cette profession en France. Et c'est extrêmement important parce que, évidemment, en France, on était à la traîne par rapport aux États-Unis et tous les pays que j'ai cités, les pays du nord de l'Europe en général. Voilà. Et l'autre bonne nouvelle, c'est l'action de l'AFD a pour les membres, donc en termes de services, une assistance juridique personnalisée. Cette assistance peut aller jusqu'à l'avance des frais de procédure. Quand un dossier pourrait, s'il passait devant un juge, pourrait être débouté, c'est-à-dire que le jugement irait à l'encontre des intérêts de la profession de designer, on n'hésite pas à avancer les frais de procédure pour défendre la profession. Parce que quand on a, ce que peut-être vous avez entendu parler de jurisprudence, c'est-à-dire quand il y a un jugement qui fait un peu école, on va dire, un jugement auquel vont se rapporter les juges qui vont devoir juger des affaires similaires au cas dont on parle, mais dans le futur, vont s'y rapporter, ils vont dire, voilà, ça a été déjà jugé, ce truc-là, donc on va juger dans le même sens. S'il y a un jugement qui va contre nos intérêts, ou qui risque d'aller contre nos intérêts, on va défendre le membre AFD. Et à ce titre, par exemple, là, on vient donc on a là aussi sur le site internet, vous avez plein d'informations des affaires qu'on a gagnées. Il y en a une aussi qu'on a perdue, qui est digne d'enseignement. On en a parlé à table ce midi. C'est un designer, Thomas de Lussac, qui crée un lit, qui le fait fabriquer en France, qui se fait copier son lit par un éditeur de meubles allemand, et finalement, au bout du compte, qui est débouté, c'est-à-dire il perd. Ça, c'est extrêmement dommageable. Voilà une jurisprudence qui est dommageable. Malheureusement, on n'a rien pu y faire. Bon, on vient de gagner une affaire de recouvrement, c'est-à-dire un designer, un photographe et quelqu'un qui fait de la retouche photo, qu'on a défendu en tant que groupe.
qui n'étaient pas payés par leurs clients. Il y a eu 6 mois de procédure, et hier on a eu la bonne nouvelle. On a réussi, à force de ténacité, à obtenir gain de cause. Donc là aussi, des fois, il faut tenir bon. Par exemple, bon, je ne peux pas donner de nom pour l'instant, mais c'est une assez grande enseigne. Enfin, c'est quelqu'un qui a une réputation, qui passe à la télé comme étant c'est une femme entrepreneuse qu'on cite comme modèle. Eh bien, elle ne payait pas ses designers. Donc, on a aidé les designers à faire valoir leurs droits. La semaine dernière, cette cliente voulait proposer de régler les 15 000 euros qu'elle doit en payant, en échelonnant sur 12 mois. Et finalement, par huissier, on a réussi à trouver un compte PayPal de cette société sur lesquels il y avait quasiment 200 000 euros. Donc, il va de soi que du coup, l'affaire a été gagnée et on a pu obtenir le fait que ces 3 personnes soient payées tout de suite. Bon. Donc, on obtient des choses. Hein. C'est comme la Maison des Artistes. On n'a pas parlé cette fois, mais je peux dire un mot rapidement. La formation professionnelle. Beaucoup d'entre vous sont en formation, sont à l'école. D'autres d'entre nous, je dirais, pourraient être en formation professionnelle. La formation, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans votre vie professionnelle, ou c'est ce qui revient dans la vie professionnelle d'un designer. L'accès à la formation, c'est extrêmement important. L'AFD s'est battue pendant 12 ans pour obtenir de la formation professionnelle pour un certain nombre de ces professionnels, c'est-à-dire tous ceux qui étaient à la Maison des Artistes et qui n'y avaient pas accès. Donc on a obtenu ça, on obtient des choses. Voilà. Alors les comptes, et ensuite on passe au côté beaucoup plus sympa de cet après-midi. Les comptes. On doit donc voter pour les membres de l'AFD l'approbation des comptes. Les comptes cette année sont comme tous les autres comptes des années précédentes, si ce n'est que le montant du budget annuel est passé on va dire, un peu plus de 50 000 euros un peu plus de 35 000 euros à 50 000 euros. Pourquoi ? Parce que y a à peu près 200 nouveaux membres tous les ans, ou 180 nouveaux membres tous les ans. Ce qui fait donc une quinzaine par mois, on va dire, ou si on enlève les vacances juillet-août, 18. En fait, il y a beaucoup qui s'inscrivent et il y a toujours une trentaine par an qui s'en vont. Hein, donc, ce qui équilibre et on obtient. Donc, voilà, l'AFD va bien parce qu'elle fait des nouveaux membres. On a eu des subventions qui nous permettent de financer des projets qui peuvent être des projets 100% AFD ou des projets AFD en tant que partenaire. Par exemple, le renouvellement de l'annuaire Designer France qui doit être mis en version responsive, qui ne l'est toujours pas. Voilà, des choses comme ça. Le ministère de la Culture nous finance ce type de projet, enfin une partie. Hein. Et alors, la petite aparté, la petite blague, il n'y a personne du ministère de la Culture parmi nous. Qui est du ministère de la Culture ? En fait, on se sert des subventions du ministère de la Culture. On est un peu déficitaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin d'année, en gros, le dernier trimestre, entre septembre et octobre, on va toucher la subvention du projet en question. Cette subvention, finalement, va nous permettre d'avancer. On va la dépenser en partie pour les frais d'avocat, qui sont les principaux, les honoraires. C'est là où il y a la dépense. Hein, la plus importante, c'est que la moitié de notre budget est dépensé en frais d'avocat pour défendre les membres, pour défendre la cause du design. Donc, ce qui est sympa, je trouve ça vachement chouette que le ministère de la Culture, finalement, nous avance des sous pour financer des avocats, dont des expertises juridiques, pour leur expliquer que le designer de produit ne doit pas être jeté de la Maison des Artistes. Pour information, ce sont des expertises qui coûtent, il y en a 2 sur le site, il y en a une qui nous a coûté 1 000 euros et une autre qui nous a coûté 8 000 euros.
Donc voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout le monde le sait, mais c'est une illustration de ça. On a une des dépenses les plus importantes aussi, c'est notre moyen de communication, notre moyen d'existence et de visibilité, c'est le site internet. C'est quoi les dépenses du site internet? C'est le contenu, l'ajout du contenu. Et dans le site internet, c'est aussi un certain nombre de missions. Par exemple, d'aller à la maison des artistes, de rendre compte, et de donner de l'information sur le site de ce que l'on fait. Pour nous, ça passe en site internet, ce n'est pas des frais de mission. On a des frais absolument très légers en termes de bureaux, location d'espace, etc. Tout simplement parce qu'on mutualise cet espace on est hébergé chez les photographes, chez l'Union des photographes auteurs qui sont propriétaires de l'immeuble. Ils nous font un tout petit loyer. Donc ça, c'est vraiment bien. On a très peu de frais fixes. On n'a pas de secrétariat. C'est pas forcément une bonne chose. On fait tout pour avoir un secrétariat. Espérons que l'année prochaine, ce sera le cas. De quoi je pourrais... Voilà, subvention par exemple 10 000 €, cotisation des adhérents 50 000 €, 50 090 pour être précis. Bon, là vous avez la balance des comptes. On n'a quasiment pas d'investissement. On a investi dans un projecteur il y a 2 ans. Voilà, on n'a pas de logiciel parce que finalement on est chacun bénévole au sein du CA, on utilise nos logiciels. Que pourrais-je dire d'autre? L'essentiel voilà, va dans les honoraires de consultation pour tout ce qui est question juridique. Sur le site de l'AFD, vous avez, via la page d'accueil, menu vertical sur la droite du site, vous avez un accès vers une page qui décrit, avec des camemberts, des graphiques, etc., la répartition de nos dépenses. Ça ne bouge pas. C'est-à-dire que, en gros, le budget augmente, on va faire plus de dépenses en termes juridiques. Voilà. On va prendre plus d'affaires à notre compte. Pour la petite histoire, quand on gagne une affaire, un procès, il y a une petite part de l'argent qu'on récupère auprès de l'adversaire qui va alimenter le fonds d'aide juridique. Donc finalement, selon les années, mais jusqu'à maintenant, on croise les doigts pour que ça continue, depuis la création de l'AFD, il y a 13 ans, le compte juridique est toujours excédentaire. C'est-à-dire que, en d'autres termes, aucune cotisation de membres n'a servi pour défendre des affaires. Ce qui est pour nous quelque chose de génial, c'est-à-dire qu'on a gagné très rapidement des affaires qui ont alimenté ce compte. Notamment il y a 2 ans, une affaire où l'AFD a gagné 14 000 €. Donc ça c'est génial, parce que 14 000 €, on a de quoi on a de quoi défendre des affaires. Il y a une chose qui n'apparaît pas là, on a aussi fait un don. J'ai parlé de la PCI dans mon introduction, donc l'organisme qui fait la promotion de la création industrielle. Nous avons fait un don de 2 000 €. Actuellement, c'est un organisme qui est en grande difficulté parce que, comme en France, on n'a pas de vraie politique de design. On crée des organismes qui sont censés promouvoir notre belle profession, mais sans moyens. Donc voilà, donc on a participé à une petite échelle à la promotion de l'organisme de promotion du design. Voilà, donc pour la forme, pour ceux qui sont membres de l'AFD, je vais demander est-ce que vous approuvez les comptes? Les dépenses de l'année prochaine, c'est-à-dire on y est déjà, c'est-à-dire là c'est 2015, l'année prochaine, cette année, c'est à peu près la même chose, mais est-ce que pour 2015, je soumets au vote l'approbation des comptes? Qui est contre? Donc aucune voix contre. Qui est pour?
majorité des votes. Qui s'abstient pour l'instant? Qui s'abstient? Une abstention. Donc une abstention. Donc du coup, je vais compter les votes. Donc 16 pour, plus les pouvoirs. Donc on fera le décompte des pouvoirs. Donc on pouvait en ligne remplir un formulaire. Il y a un certain nombre de personnes qui ont donné des pouvoirs. Mais bon, les comptes sont de toute façon approuvés à la majorité. Merci pour ce vote. C'est le seul vote qu'on a à faire et je pense qu'on peut prononcer la fin de l'AG et passer aux rencontres. Merci.